Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, il fait très beau, je suis complètement fatiguée sans doute parce qu'il y a trop de soleil, voilà, je ne suis plus habituée, je suis passée en mode vampire, mais je suis trop contente parce qu'on se retrouve pour un update ciné et films et séries, et parce que ça faisait longtemps tout simplement. J'ai vu pas mal de choses ces dernières semaines, voire ces derniers mois, je ne sais jamais de quand datent mes dernières vidéos, c'est pas pratique, mais en tout cas j'ai vu pas mal de choses et pas mal de choses très très sympas, donc j'ai hâte de vous en parler. Le premier film que j'ai vu depuis la dernière fois, c'est Colette de Wash Westmoreland. Je m'attendais à ne vraiment pas apprécier plus que ça. Alors je suis allée voir, pas parce que je suis maso, hein, mais parce que j'étais curieuse tout simplement d'apprendre un peu plus sur cette femme qui est une autrice assez renommée quand même dans le monde, voilà, qui a une histoire... je connaissais sa réputation, on va dire, voilà, mais je ne savais pas son histoire et je me suis dit... Bon bah écoute, tant qu'à faire, hein, j'ai la carte de ciné illimitée, je paye tous les mois, autant apprendre des choses, hein, à défaut d'aimer le film. Et bah j'ai adoré le film. Et honnêtement, je vous dis, j'étais partie de manière assez négative. Pourquoi? Notamment parce que c'est Keira Knightley qui avait le premier rôle, et c'est une actrice avec qui j'ai pas mal de mal, pas humainement parlant, hein, je n'ai pas la chance de la connaître, mais c'est vrai que quand elle joue, les 3 quarts du temps, je trouve que... on n'y croit pas. Voilà, dans Orgueil et Préjugés, personnellement, ça matche pas. Dans Pirates des Caraïbes, exception faite du premier, les deux autres, ça matche pas du tout. Dans The Duchesse, justement, qui est un peu un film également sur une femme importante, j'avais pas du tout adhéré. Même si ça fait longtemps, donc peut-être que je redonne sa chance, du coup, ça m'a mis le doute. Mais alors là, elle m'a bluffé. Là, j'ai oublié que c'était Keira Knightley. Après, je l'ai vu en VO, donc ça joue aussi, je pense, étant donné que sa VF m'insupporte. Je pense que la meuf qui fait la VF, en fait, a une voix qui, moi, ne m'agace, en fait, donc ça n'aide pas. Donc là, je l'ai vu en VO, et alors, je ne sais pas si c'est ça, ou si elle était vraiment habitée par le rôle, mais j'ai été emportée. Le film est très bon, très dynamique. Il est long, mais juste ce qu'il faut, en fait. Il n'y a pas de moment inutile, il n'y a pas de moment où tu te dis « Oh, c'est bon, ça traîne, passe à la suite ». Franchement, ça m'est pas arrivé une seule fois. Le personnage de Colette nous paraît réel, enfin elle a existé, mais vous voyez ce que je veux dire, on voit pas un personnage justement historique qui est mis à notre portée, on découvre une femme en fait, tout simplement, on découvre pas un mythe, et j'ai trouvé ça génial. Alors juste pour vous situer un petit peu l'histoire, ça vous parle donc de Colette, hein, qui est une autrice très renommée puisqu'elle a écrit une série de bouquins sur Claudine, voilà, c'était l'héroïne qu'elle faisait à l'époque. Elle se marie très jeune, c'est une jeune fille de campagne très naïve, très choupette, elle se marie très jeune avec un grand auteur de l'époque, Willy, et en fait ce garçon, enfin cet homme se fait écrire pour lui par d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? En gros son nom est populaire, mais il a des plumes qui écrivent pour lui et il publie en son nom. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, il paye des écrivains pour écrire ses idées. Donc, bon, c'est pas vraiment ses textes, hein, mais en tout cas, il est connu pour ça. Et du coup, à un moment, bah, elle commence à écrire Claudine, et puis il s'approprie son texte, ce qui est normal, elle fait ça pour le dépanner au départ. Et petit à petit, elle se rend compte que bah, cette situation lui convient pas. Et niveau sexuel également, c'est très intéressant, puisque, bon, je vous spoil pas plus, mais Colette se découvre, on apprend beaucoup sur elle-même, sur ses attirances, et petit à petit, on voit qu'elle prend confiance en elle, et elle existe par elle-même, et pas juste à travers son mari. Et je pense que, encore une fois, en tant que femme, c'est un film qui fait plaisir à voir. Alors après, je l'ai vu avec un ami homme, hein, qui a adoré le film aussi, donc c'est pas une question de sexe. Je pense que tout le monde peut se reconnaître dans ce côté se révéler avec le temps, mais en tant que femme, son histoire de un peu soumission face à un homme et de se sentir obligée de rester dans sa petite case jusqu'à finalement réussir à s'en libérer pour vivre pleinement, m'a beaucoup parlé. Et j'ai adoré. J'ai vraiment passé un bon moment. Je pense que je l'achèterai quand il sortira en DVD ou en Blu-ray, hein, pour le montrer au Cux. C'est vraiment un très bon film historique et un bon film humain aussi, donc gros bravo à Keira Knightley. Et je crois que c'est la première fois que j'ai un film de sa part qui m'enthousiaste à ce point, surtout qu'elle est quand même l'actrice principale, on la voit tout le temps, hein, c'est pas genre en mode c'est un perso secondaire, hein, non. Petite mention spéciale également, j'ai été super contente et assez surprise de voir Eleanor Tomlinson, si je ne me trompe pas dans la façon de prononcer, qui joue dans ce film justement parce qu'elle joue également dans la série Paul Dark, qui est une série que j'adore. Donc je suis super contente pour elle et j'espère qu'on va continuer à la voir partout parce que de un, je la trouve magnifique et ensuite je trouve que c'est une actrice géniale, voilà, donc trop contente. J'ai ensuite enfin découvert Imitation Game de Morlan Tindum qui est sorti en 2015, donc je suis un petit peu en retard, un tout petit peu. En plus je l'avais en DVD depuis que ça a sorti, hein, une promo Fnac, vous savez, 3 DVD achetés 2 offerts, je sais pas quoi, et j'avais jamais pris le temps de le regarder, et là il est sur Netflix, du coup j'en ai profité, voilà, on s'est laissé aller avec le Cux, une petite soirée. À la base on devait le voir en 2 temps, en général on regarde les films en 2 fois, et puis là on l'a fait en 1 fois tellement on était dedans, et c'est un chef-d'œuvre tout simplement.
Donc le film se situe en 1940, c'est la Seconde Guerre mondiale, hein. Et on suit Alan Turing, donc joué par Benedict Cumberbatch. Bon, son nom est compliqué, mais vous voyez qui c'est, hein, notre Sherlock international, qui le joue tellement bien. Il est incroyable. J'adore cet homme. Après, par contre, je n'ai jamais vu jouer autre chose que des hommes très intelligents et surdoués, donc un peu dans leur bulle. Je serais très curieuse de le voir jouer dans un autre rôle. Est-ce qu'il peut, ou est-ce que... Après, c'est pas du tout négatif qu'il joue que des mecs comme ça, hein. Il le fait avec un talent incroyable. Mais du coup, c'est vrai que je me demande ce qu'il donnerait dans un rôle d'un homme avec une intelligence normale, en fait. Juste une fois, je serais curieuse de voir ça. Donc, parce que je m'égare, donc Alan Turing, hein, joué par ce cher Benedict, est embauché par le gouvernement américain, avec d'autres hommes, hein, il n'est pas tout seul, pour décrypter Enigma, une machine... Alors, le film vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, hein, mais une machine en gros qui envoie des données codées tous les jours pour donner des informations entre Allemands, voilà. Et le code change toutes les 24 heures, et leur but donc c'est de décrypter ce code, comment il est fabriqué en fait, de vraiment le comprendre, ce qui est extrêmement compliqué puisque c'est un niveau de ouf, c'est une machine qui le fait, enfin voilà. Et donc lui il se met dessus, et c'est un film génial. Alors, décidément, ce mois-ci, c'est le mois de Keira Knightley parce qu'elle joue dans ce film aussi et je l'ai aussi trouvée très bonne. Donc, si ça se trouve, c'est vraiment que la VO ou VF qui me coinçait parce que là, le film est en VO et je l'ai trouvée à sa place. Je l'ai trouvée très bonne, comme je vous l'ai dit. On croit à son rôle. Alors, elle n'a pas le rôle principal, mais elle est quand même assez importante et elle apporte totalement son caractère et... elle fait exister son personnage, donc ouais, j'étais super contente de la revoir. Donc franchement, en plus, j'ai vu les deux films genre en une semaine. Je me suis dit, vache, je suis en train de changer d'avis quoi. Maintenant, je commence à la kiffer vraiment. Et ouais, donc c'était une bonne surprise de la voir là dans un rôle que j'apprécie parce que c'était pas gagné. Puis du coup, Keira, maintenant, je commence à l'aimer. Voilà. Pour le film en lui-même, qu'est-ce qui m'a fait autant l'aimer? Parce que de base, pareil, bon, je m'étais dit je vais le voir, il paraît qu'il est très bien, mais je m'attendais plus à un film un peu, voilà, historique, c'est-à-dire apprendre des choses pour ma culture personnelle, c'est cool, tu vois, mais je m'attendais pas à être forcément impactée comme je l'ai été. Je vous dis, normalement, on devait le voir en 2 soirs, et c'est moi qui ai dit à Kim, je dis non, vas-y, on le finit ce soir et tout, je veux trop savoir. Je pense que le jeu des acteurs y est pour beaucoup. Essentiellement, Benedict Cumberbatch, il est incroyable. Je disais tout à l'heure que je serais curieuse de le voir jouer dans un autre type de rôle, mais en même temps, il est tellement magique dans ce film. Je sais pas si vous avez vu la série Sherlock, mais déjà c'est pareil, il apporte énormément je trouve au personnage, enfin c'est lui quoi, pour moi tu peux pas mettre un autre acteur, mais là c'est pareil en fait. Il rend Alan Turing réel, il nous donne une telle empathie pour cet homme, et alors bon c'est pas un spoil du tout, hein, Alan Turing est homosexuel et il doit vivre avec, donc à l'époque en 1940, hein, voilà, c'était pas vraiment le moment pour le dire. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup touchée, je pense que c'est un peu comme dans Colette d'ailleurs, parce que Colette aussi traite d'homosexualité, c'est que c'est pas le cœur du film. C'est-à-dire que le film n'est pas axé sur une homosexualité difficile à affirmer ou voilà, juste n'est pas centré sur ça. C'est juste, ça parle d'un personnage, d'un être humain qui a cette orientation et qui doit vivre avec à une époque où c'était pas admis. Et je sais pas comment, j'arrive pas à rendre les choses claires, mais le fait de pas mettre ça au premier plan et juste de faire un portrait large de sa vie, ça rend les faits encore plus marquants. Je trouve qu'on se rend encore plus compte de l'injustice que c'est de stigmatiser des personnes par leur sexualité quand tu ne pointes pas spécifiquement du doigt. Juste que tu vois que c'est un mec normal, un mec brillant, un mec qui a sauvé des milliers de personnes, un mec qui a contribué à la victoire de la guerre quand même, hein, et qu'au final il s'est quand même fait stigmatiser à cause de ça. Et ouais, je trouve que la fin m'a fait pleurer comme j'avais rarement pleuré depuis longtemps devant un film, et pas parce que c'est... Enfin, c'est pas joyeux, mais la fin n'est pas... c'est pas un truc... c'est pas Titanic, vous voyez, c'est pas... Mais je sais pas, j'ai trouvé ça vrai, encore une fois. J'ai trouvé que c'était un film... C'est un film qui, ok, t'apporte des choses de manière historique, beaucoup de culture, mais en plus de ça, je trouve qu'il apporte quelque chose à titre humain, et les acteurs sont très bons, l'histoire est très bonne. On en apprend plus, et on est touché, donc... un chef-d'œuvre. Bon après moi je l'ai découvert 4 ans après tout le monde, donc je suppose que vous l'avez tous vu, mais si vous ne l'avez pas encore vu, il est sur Netflix, donc n'hésitez pas. En parlant de films sur Netflix, j'ai enfin vu Une merveilleuse histoire du temps qui est sortie en 2015, donc pareil je suis un peu à la bourre. Pourquoi je voulais absolument le voir ce film? Parce qu'il y a Eddie Redmayne dedans, Redmayne je crois, celui qui joue Norbert dans Les Animaux Fantastiques, que moi j'ai découvert dans cette saga. Je trouve cet acteur extraordinaire en fait, je trouve qu'il a une façon de...
je ne sais pas comment dire, d'interpréter ces personnages où il les vit de tout son corps. Genre la façon qu'il a de jouer Norbert m'a fascinée. J'ai vraiment vu un acteur incroyable à travers ce personnage, il a vraiment su faire passer un panel d'émotions incroyables. Sa façon de pas regarder dans les yeux, de baisser tout le temps la tête, de se voûter un peu, sa façon de marcher, sa façon même de communiquer avec les animaux et tout. J'étais super impressionnée, vraiment, j'ai eu une révélation quand j'ai vu cet acteur dans cette saga, et du coup j'ai vraiment eu envie d'en découvrir davantage sur lui. Du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai enfin vu ce film là. Donc ça parle de Stephen Hawking. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est un homme brillant qui a écrit beaucoup de romans, beaucoup de livres sur la science, sur l'astronomie, sur la place, enfin après bon je n'y connais rien, ce n'est pas mon domaine, mais voilà, enfin c'était vraiment une des intelligences les plus importantes, enfin un homme incroyable qui en plus était dans un état de santé, il avait beaucoup de problèmes de santé, il était à l'hôpital, il pouvait plus parler, il réussissait à écrire et à communiquer grâce à une machine, et il nous a quittés d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça, et pour moi en fait cet homme je ne le connaissais que... En gros, ce que je savais de lui, il est très intelligent, il est très malade, et voilà. C'est tout ce que je savais de lui, vraiment, je ne savais pas plus que ça, je savais qu'il avait écrit un livre aussi, et du coup avec ce film, c'est encore une fois, même démarche que les deux précédents. Je me suis dit, bon là en plus il y avait Eddie Redmayne que je voulais voir jouer, mais je me suis dit, bon je vais apprendre quelque chose sur un homme qui a manifestement une vie impressionnante, donc j'étais curieuse quoi, j'étais en mode apprenons des choses. Et encore une fois le film m'a bluffé, mais il m'a bluffé, et pour le coup il est porté par Eddie Redmayne, c'est incroyable. Ce mec est incroyable, il joue de tout son corps et de tout son cœur. Sa façon de bouger, de se mouvoir. En plus là, je veux dire, il joue un homme qui a une dégénérescence des muscles en fait. Ses muscles s'atrophient petit à petit, donc de moins en moins, genre au début il marche, il fait sa vie, tu vois, puis après petit à petit, il peut plus bouger un doigt, puis deux, puis trois, puis un bras. Après il finit en fauteuil, il peut plus parler, enfin vous voyez, c'est vraiment progressif et c'est dur du coup. Et il le joue. C'est incroyable. C'est incroyable, j'ai oublié que c'était cet acteur. Encore une fois, je trouve ça tellement fort quand c'est des acteurs connus ou qu'on aime et qu'ils arrivent à nous faire oublier qui ils sont pour incarner un personnage et y mettre toutes leurs tripes. C'est beau. C'était vraiment un beau moment ce film. Et bon, il est pareil, c'est pas méga joyeux, mais c'est pareil, le personnage, bon apparemment Stephen Hawking était connu pour avoir beaucoup d'humour, encore une fois je ne le savais pas, et Eddie lui rend totalement justice. Je pense que le personnage qu'il a réussi à rendre devait être proche de la réalité, devait être proche de cet homme parce que il l'a rendu vraiment humain encore une fois, et pour moi c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire en fait quand on a vu un film, de se dire que waouh, on a l'impression d'avoir découvert un être humain et d'avoir oublié de pas parler de performance d'un acteur ou quoi, juste de parler d'avoir une rencontre de cœur à cœur avec un personnage. C'est fort quoi, ça veut dire que l'acteur il a bien bossé, et Eddie Redmayne a été incroyable. Ce film est incroyable. Et encore une fois, humainement parlant, c'est une putain de leçon. Et oui, j'ai dit un gros mot, mais ça nous remet tellement à notre place. Quand tu vois que cet homme qui aurait pu lâcher l'affaire, qui aurait pu abandonner, baisser les bras, mais 1,5 milliard de fois, il a écrit des livres, il a fondé une famille, waouh quoi, respect monsieur. Et je pense que je vais essayer de lire son dernier livre, qui apparemment peut être lu par des gens qui ne s'y connaissent pas trop. Au pire des cas, ce sera pour le Cux, hein. Mais j'ai envie de m'approcher de cet homme, de le découvrir un peu. J'avais ressenti ça également par la série Les Tudors avec Thomas More. Donc c'est un philosophe qui était très proche d'Henri VIII. Cette série est géniale, historiquement parlant elle est quasiment vraie pour tout, et on apprend énormément de choses, et du coup ça m'avait passionné à l'époque. Donc Henri VIII je connais plein de choses, et Thomas More donc était un proche du roi, un philosophe, un humaniste qui avait des idées très en avance sur son temps. Pareil, il éduquait ses filles, il avait des idées, voilà, enfin humaniste quoi, donc il était incroyable, et il a écrit un livre qui s'appelle Utopie, et il en parle dans cette série. Donc l'acteur, enfin le personnage dit qu'il l'a écrit machin, et à la fin de la série j'ai acheté le livre et je l'ai lu. J'ai lu le livre donc de l'époque de Thomas More, et effectivement c'était un chef-d'œuvre. Bref, je m'égare, mais tout ça pour dire que quand un film ou une série peut nous rapprocher d'un personnage qui a vraiment existé, pour moi c'est énorme, surtout quand c'est vrai. Enfin je veux dire, quand tu romances pas le truc et que t'en fais pas un personnage incroyable alors que c'était un mec pourri quoi. Là en l'occurrence je pense que ce film, enfin Eddie Redmayne y a mis toutes ses tripes et ça se ressent, et c'est un chef-d'œuvre. Du coup ma prochaine étape maintenant c'est voir Danish Girl, encore une fois avec cet acteur, et je pense que j'aurais eu l'essentiel du panel de ce qu'il a fait. D'ailleurs j'ai une de mes modos qui m'en parle tout le temps, elle me parle de ces deux films non-stop depuis des mois, et s'arracher les cheveux que j'ai toujours pas vu. Au moins j'en ai vu un sur deux, maintenant il faut que je m'attaque au second. Mais après je prends mon temps parce que c'est quand même des gros morceaux et il faut pouvoir être dans l'état d'esprit de pouvoir les accueillir, donc j'attends de voir. Mais si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Petite mention spéciale d'ailleurs dans ce
film. Il y a Felicity Jones qui joue Jane Wilde, donc la femme de Stephen Hawking, et rappelez-vous, c'était il y a 2 mois, mais bon, c'est elle également qui jouait dans Une femme d'exception et dans Rogue One. Vous voyez un peu, vous ciblez l'actrice. Et bah en fait, j'étais super contente, parce que autant dans Une femme d'exception, je l'ai sentie froide et distante par rapport à son personnage, j'ai pas réussi à rentrer dedans, alors que là, je l'ai trouvée pertinente. Alors son personnage c'est pas le plus chaleureux du monde, hein, c'est pas une grosse teufeuse, c'était normal pour l'époque que les femmes soient réservées, mais elle y met, je trouve, beaucoup plus d'âme dans ce film que dans Une femme d'exception. J'ai réussi à m'attacher à elle, alors que c'est pas un rôle principal, hein, peut-être pour ça qu'elle s'est sentie plus à l'aise, je sais pas, mais j'essaie de faire de la psychologie, je la connais pas, j'en sais rien, hein, mais je l'ai sentie ouais, beaucoup plus vivante, encore une fois. Dans Une femme d'exception, j'avais vraiment le personnage historique en plein dans ta tronche, t'avais l'impression de vraiment voir, bon, elle a fait ça, et j'avais aucune empathie pour elle, alors que là, j'ai eu énormément d'empathie pour Jane. Tu sens que c'était une femme brillante, courageuse, qui a essayé, qui a dû galérer pour réussir à tout mener de front, et qui a dû avoir un courage incroyable. Donc respect à l'actrice, parce qu'elle a réussi à mettre cette femme à l'honneur, et respect pour ça. Dernier film, et après on passe à des dessins animés, Green Book de Peter Farrelly. Celui-là, j'avais très envie de le voir, puisque les critiques étaient extraordinaires, apparemment c'était un chef-d'œuvre, c'était quelque chose de trop bien. Et bah écoutez, c'était quelque chose de trop bien. C'est l'histoire de Don Shirley, un pianiste noir, qui veut faire une tournée de toute l'Amérique, et y compris dans le sud, hein, alors qu'à l'époque, dans le sud, quand on est noir, c'est-à-dire qu'on ne dort pas dans le même hôtel que les blancs, on ne va pas sur scène avec les blancs, on ne mange pas avec les blancs, vous voyez ce que je veux dire. C'était pas encore ça niveau égalité des droits, et pour faire cette tournée, du coup, il fait appel à Tony Lip, qui est joué par Viggo Mortensen, moi, Aragorn d'amour, qui joue un gars, moi qui me fait penser à mon père, mais genre un gars bourru un peu, bon, il balance, enfin il aime pas spécialement les personnes noires, hein, il fait des sous-entendus, des blagues, etc. avec ses copains, il est italien lui-même, donc vous savez, il joue le personnage un peu, voilà, qui a une grande bouche, quoi, avec ses potes et tout, et du coup, les deux sont amenés à travailler ensemble, puisque Tony a besoin de ce travail, et on voit du coup leur relation évoluer, en même temps que on découvre les mœurs de l'époque, et ce qui se passe. Et c'est un film qui est encore une fois dans le juste, sans tomber dans le pathos. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se dit, mais mon Dieu, mais quelle horreur, mais c'est dingue que c'était il y a si peu de temps que ça qu'on pouvait encore voir des choses pareilles. Mais le film nous le montre sans nous apitoyer dessus. Ce qui fait que du coup c'est encore plus percutant. Après je pense que si ça avait été plus dans le pathos que ça aurait été trop, puisque le film est long, et si toutes les 2 minutes on avait des scènes de larmes, etc., ça aurait été dur pour le spectateur. Alors que là, Tony Lip est très drôle en fait, c'est un personnage très charismatique, puis en plus il a un côté très rassurant parce que c'est le garde du corps et le chauffeur de Don Shirley, donc du coup il a un côté très papa, très protecteur, on sait qu'il va rien arriver à Don Shirley, on le sait puisque il est là, vous voyez ce que je veux dire, du coup on n'a pas trop peur pour le personnage, ce qui fait qu'on peut être vraiment dans la contemplation et dans l'observation de tout ce qui se passe et le prendre en pleine tronche sans avoir une part de nous dans la crainte ou dans... On est vraiment en train d'observer quelque chose, on observe des façons de vivre et des mœurs d'une époque qui n'est plus la nôtre, et du coup c'est fascinant. En plus de ça, les 2 acteurs sont très bons. Bon, moi j'ai une grosse préférence pour Viggo Mortensen, pour le coup je le trouve incroyable. On oublie totalement que c'était Aragorn, alors là la classe du roi du Gondor on l'oublie, hein. Il joue vraiment un mec du peuple, on va dire, enfin... Ouais, un mec bon vivant qui se prend pas la tête, qui dit ce qu'il a à dire, il envoie chier quand il veut envoyer chier, mais qui en même temps a beaucoup de cœur. Et du coup, moi, il m'a beaucoup touchée et j'ai beaucoup aimé son évolution. J'ai dit plein de fois beaucoup, mais c'était vrai. C'est un film qui est vrai et qui est important, je pense, et qui fait passer les bons messages sans être agressif. Et ça, c'est très fort, parce qu'en général, ce genre de message, c'est souvent dans des films avec beaucoup de violence physique. Là, il y en a un petit peu, mais c'est pas ça le plus important. Je pense qu'il marche mieux en étant plus sobre, en fait. Et en soi, l'histoire, c'est ça, hein. L'histoire, c'est que tu vois 2 hommes dans une voiture qui évoluent d'un hôtel à un hôtel, et il se passe pas grand-chose. Mais il y a tellement de vie dans ces moments. Si vous avez l'occasion, encore une fois, n'hésitez pas, vraiment. Et enfin, je finis cette vidéo avec 2 dessins animés. Premièrement, Dragon 3, réalisé par Dean DeBlois, qui a déjà réalisé les 2 premiers Dragons et Lilo et Stitch. Voilà, je ne savais pas, mais il bossait chez Disney avant, manifestement. Pas longtemps, mais il y a été. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, il est magnifique. La musique est magnifique, les graphismes sont incroyables, tout est très beau, l'histoire est belle. J'ai pleuré. Mais, pour moi, il y a une grosse erreur, c'est qu'ils ont fait une fin en 2 temps. Et le 2e temps, pour moi, étant trop. Ils auraient dû s'arrêter au premier. Après, voilà, je ne spoilerai pas, mais c'est vraiment le seul truc. Ils se seraient arrêtés à la première fin. Je pense que j'aurais pu mettre 17, quand même, faut pas déconner, 17. Là, du coup,
On a un 13,5, 14, tu vois. C'était un très bon divertissement, c'était très beau, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai même pleuré, j'avais la larme comme ça, vraiment, non, j'avais la larme, c'est beau, vraiment, c'est beau, voilà. Mais du coup, pour moi, ça manquait d'un truc. La fin, pour moi, la deuxième fin est en trop. Voilà. Donc, j'en dis pas plus pour le coup parce que je vais absolument rien spoil. Mais j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus pour ceux qui l'ont vu. Qu'est-ce que vous en pensez de cette fin en 2 temps? Je sais pas. Moi, j'avoue que la deuxième, ouais, elle m'a gâché le truc. Puis, je sais pas, j'ai un peu trouvé les persos plus caricaturés que dans mon souvenir. Je sais pas. Même le perso principal, Harold. En fait, j'avais l'impression qu'ils étaient tous résumés à un trait de caractère. Et ça m'a un peu fait schmout, parce que j'aime bien les personnages avec un peu plus de profondeur. Après, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de persos secondaires autour de lui. Vous savez, les deux Jooms qui sont bébêtes. Il y a le mec costaud, beau gosse. Il y a le mec costaud, pas beau gosse. Il y a le blond grassouillet aussi, qui aime bien s'occuper des bébés dragons. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de persos secondaires autour de lui. Et du coup, ils sont vraiment, eux, pour le coup, ils sont vraiment un trait de caractère et puis basta cosy, quoi. Du coup, forcément, au bout d'un moment, peut-être qu'ils ont un peu trop enveloppé le personnage et... Même Astrid ou sa mère, je sais pas, Ouais, il manquait un truc quand même. Après, il y a Croque-Mou, et voilà, le dessin animé est très beau, hein, vous perdez pas votre temps en allant le voir, mais pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. Vraiment, non. Moi, il me reste... je suis sur ma fin avec celui-là. Par contre, Ralph 2.0, oh my god, j'ai trop aimé. Oh, qu'est-ce qu'il est bien. Seigneur, qu'est-ce qu'il est bien. Alors, il a été réalisé par Phil Johnston et Rick Moore, qui ont tous les deux bossé sur le Ralph 1 et Zootopie, donc les deux, ils ont l'habitude de bosser ensemble. Et qu'est-ce que c'est bon, Seigneur Dieu! Je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas eu ce sentiment de satisfaction après un Disney. Mais ça fait tellement longtemps. Alors, je vais pas tous les citer parce que je m'en souviens plus, mais pour moi, le dernier qui m'a marqué, c'est Coco, il me semble. Ça fait long quand même, tu vois. Pourtant, ils en sortent des films et des trucs. Tu vois, Mary Poppins 2, Winnie l'ourson, comment il s'appelle l'autre qui était nul? Casse-Noisette, voilà, enfin voilà, les derniers films Disney, ça l'a pas fait, hein, ça m'a pas, au mieux c'était sympa, au pire c'était pas bon, et là, en plus j'y suis allée en m'attendant à pas grand chose, parce que j'avais vu la vie de Pixie, et Pixie Tubeuse, pour ceux qui connaissent pas youtubeuse Disney adorable, je vous mets le lien dans la description, tout ça, et elle disait qu'elle avait beaucoup aimé Mary Poppins 2, mais qu'elle avait pas du tout aimé Ralph 2. Et comme moi j'ai pas vraiment aimé Mary Poppins 2, je me suis dit mon dieu, si elle aime pas Ralph, moi je vais détester parce que de base, j'aime pas Ralph et Vanellope. Donc déjà on part mal, c'est les deux persos principaux. Et en fait, mon dieu, mais cette claque, ce dessin animé est génial. Ce dessin animé n'oublie pas les adultes, ce dessin animé parle à tout le monde et mon dieu que ça fait du bien quand Disney ne prend pas ses spectateurs pour des abrutis. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir! Non, parce que Casse-Noisette, excuse-moi, j'ouvre une boîte. Oh, mais le message, c'est l'amour. Winnie l'ourson. Oh là là, ma boîte fait faillite. Mais au lieu de virer tous les employés que je voulais virer, et bah du coup, je leur paye des vacances. Non, excuse-moi, hein, même les gosses. Il y avait un gosse de 5 ans avec moi à ce moment-là dans la salle, hein. Il a regardé son père, genre, what? Même un gosse de 5 ans avait compris que c'était stupide. Bref, on va pas revenir là-dessus. Mais là, du coup, une grosse claque. Une grosse claque parce que il y a un putain de message. Il n'y en a pas qu'un, il y en a 15. Il y en a 15, tout est intelligent. Les personnages sont creusés. Que ce soit les nouveaux ou les anciens, ils sont tous géniaux. Les valeurs transmises sont incroyables. En fait, ce que je détestais... Alors, je vais essayer de hiérarchiser un petit peu ce que je veux dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses bonnes à dire sur ce film. Déjà, les anciens personnages, Ralph et Vanellope de manière générale, ce que j'aimais pas chez eux, leurs défauts qui pour moi me sautaient aux yeux, qui me rendaient ouf, ils les acceptent dans ce dessin animé. Ils les acceptent dans cette suite, ils les assimilent et ils essaient de les corriger. Ils se rendent compte en fait de leurs défauts, ils se rendent compte de ce qui va pas chez eux et ils essaient de faire en sorte que ça colle entre eux quand même. Ça, mais quelle maturité il faut pour comprendre ça. Déjà en tant qu'être humain, comprendre nos défauts et réussir à les dépasser, à réussir à les accepter pour garder une amitié, c'est pas évident. Mais rien que pour les réalisateurs, se rendre compte que les défauts qu'ils avaient fait à leur personnage, ils pouvaient en faire des forces, ça demande un recul sur son œuvre, mais qui est colossal. Total respect pour ça, parce que putain, ça marche. Oui, j'ai encore dit putain, mais j'y peux rien, ce dessin animé me rend ouf, voilà. Pour les nouveaux personnages, ils sont très bons. Il y en a pas tant que ça, mais rien que pour Shank. Seigneur, enfin une héroïne, une vraie. Ah, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Franchement, j'ai regardé quand j'étais dans le cinéma, j'avais le sourire de genre, je suis amoureuse. Ils ont fait une héroïne, une vraie héroïne, qui se bouge le cul, mais qui a des valeurs, qui est une femme active, sans en faire trois caisses, sans renier sa part de féminité, sans faire ouais, je suis une bad girl, moi je suis une ouf. Non, elle est juste trop stylée, et bordel, il a fallu combien d'années pour enfin atteindre ça? C'est ça qu'on veut. Mettez des vraies femmes en fait, tout simplement, pas besoin de faire un archétype de virilité féminisée chelou. Non, juste des meufs qui en veulent et qui se donnent dans leur vie.
Pour moi, ce film, il a compris ça, c'est énorme. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ça. Je crois que en animation, je crois que je l'ai jamais vu. Une meuf comme Shank, je l'ai jamais vue et j'en suis amoureuse. Ça, c'est mon héroïne favorite. Je crois qu'elle bat tout le monde. Voilà, elle a poutré Ariel, elle a poutré tout le monde. Shank, c'est maintenant. Shank, c'est l'héroïne que je voudrais pour mes gosses si j'en avais. Franchement, cette meuf défonce. Après ça, niveau musique, alors je ne spoilerai rien du tout, mais il y a un moment musical particulier qui est génial, qui commence en parodie, qui finit par un vrai truc qui est génial, ceux qui ont vu le film vont comprendre. Les graphismes sont magnifiques, forcément, c'est du Pixar. Alors, sur internet, j'ai trouvé ça génial. Il y a un moment en fait où Ralph fait des petites vidéos sur BuzzTube pour essayer de gagner de l'argent. Enfin voilà, il fait plein de petites vidéos type cancer, on va dire. Hein, et d'ailleurs c'est très drôle parce que genre il doit faire des vidéos dégustation, des vidéos unboxing. Ça m'a fait rire quoi parce que pour le coup le clin d'œil est pertinent. C'est BuzzTube, pas YouTube. Hein. Cela dit, je tiens à préciser. À un moment, le personnage qui gère parle de YouTube en disant oh non mais ça YouTube là déjà on va pas le faire. Donc c'est pas YouTube, c'est BuzzTube. C'est pas le même concept. C'est important je trouve comme nuance quand même et du coup Ralph à un moment il tombe sur l'espace commentaires et il voit les commentaires défiler et il voit au début des commentaires super mignons et après des commentaires de haters et ça l'affecte forcément vu qu'en plus Ralph est une boule d'amour hein, et le personnage donc qui gère tout ça vient le voir et puis elle dit ah mais j'aurais dû te dire de pas venir ici, il faut jamais lire les commentaires et tout. Puis Ralph dit ouais de toute façon j'ai pas besoin d'eux, je savais pas que ce monde était comme ça mais du coup je veux plus rien lire sur ça, tant pis. Et là ce qui fait pour moi le coup de génie c'est que le personnage du coup qui gère l'ambiance là, qui gère le BuzzTube, elle lui fait non il y a du mauvais c'est sûr mais il y a aussi du bon. Que ce soit dans les commentaires ou sur internet, il y a de tout en fait. C'est pas la plateforme qu'il faut négliger, il faut juste se prévenir un peu, faut se protéger mais faut pas tout jeter à la poubelle. Et là, j'ai souri. Franchement, ils ont tout compris. Pour moi, les réalisateurs ont tout compris avec ce film. Ils ont tout transmis aussi. En tant qu'adulte, j'ai eu des leçons de vie dans ce dessin animé. Tu imagines pour des plus jeunes j'ai mis 18 sur 20 en sortant, mais parce que pour moi, en gros, mon échelle, c'est quand je mets 18 ou 19, c'est pour moi des trucs que je vais revoir et que je trouve géniaux. Quand je mets 15-16, c'était super sympa, mais je vais pas forcément le revoir. En dessous, bon, bah ça descend en fonction des critères. Donc là, j'ai mis un 18 parce que je vais le revoir obligé et que je l'adore. Mais honnêtement, plus le temps passe, plus je pense que. Je me demande si je vais pas mettre plus. Enfin, franchement, pour moi, ça vaut un 20. Et alors que de base, encore une fois, je répète, hein, mais de base, j'aime pas Vanellope et Ralph. Le premier ne m'a pas plu. Le premier Ralph ne m'a pas plu et là je me suis pris une claque énorme. La fin m'a énormément plu. Encore une fois c'est réaliste en fait et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que les personnages ne sont pas résumés à un trait de caractère et qu'ils essaient de progresser dans leur vie comme on est censé le faire nous en fait. C'est un chef-d'œuvre. Pour moi c'est un chef-d'œuvre. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu un Disney qui pour moi était aussi pertinent quoi. Coco. Voilà, Coco, et avant il y avait le film de Cendrillon, qui est le seul live action qui pour moi grâce à les yeux, mais sinon non, c'est une grosse claque et allez le voir. À choisir honnêtement hein, entre Dragon 3 et Ralph 2 sans hésiter, mais sans hésiter une seconde. Dragon 3 c'est attendu, franchement la fin on la voit venir, même les deux fins d'ailleurs, deuxième fin, hein, mais celui-là, on s'attend pas à ça, on s'attend pas à tout ça. Parce que je pense qu'on se reconnaît tous dans les traits ou de Vanellope qui découvre plein de choses sur elle, ou de Ralph qui du coup se rend compte de ses défauts, qui essaie de travailler dessus. En fait les personnages ne sont pas épargnés, du coup on l'est pas non plus, mais tout est fait avec beaucoup d'amour et dans une volonté de nous faire comprendre les choses et de nous faire progresser. J'ai adoré. C'est vraiment un des plus gros coups de cœur que j'ai eu depuis très longtemps. Et voilà, j'ai beaucoup parlé, encore une fois, mais de toute façon vous avez l'habitude, les yeux dessinés, à chaque fois je parle beaucoup trop. Je pense que ce que je vais faire maintenant, c'est de temps en temps, quand un film me plaît, faire un petit post sur Insta. Je l'ai fait là pour le Ralph 2, parce que j'ai mis une photo de Shank justement en disant que c'était ma nouvelle amoureuse. Mais je trouve ça pas mal parce que ça peut permettre d'avoir un petit avis rapide en fait, parce que vous voyez par exemple la Colette il est plus rendu au ciné, alors que si je l'avais dit avant ce que j'en avais pensé, peut-être que ça aurait pu donner envie à certains de le faire. Donc je le fais déjà sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre ou Twitter ou Instagram, mais c'est juste que Instagram je pourrais faire un post un peu plus long. Twitter j'aime bien mettre des petits messages pour dire ce que j'en ai pensé rapidement. Dans un cas comme dans l'autre, n'hésitez pas à me suivre sur un des deux réseaux ou les deux, j'y suis quand même très souvent et c'est sympa pour avoir déjà des nouvelles de moi à côté de YouTube hein, et puis tout simplement qu'on communique un peu plus. Voilà, du coup j'arrête
j'arrête là de parler, ça fait déjà très long. Je vous fais tout plein de gros bisous mes amours, n'hésitez pas à me dire bien sûr ce que vous avez vu comme film ou comme série ces derniers temps, ce que vous en avez pensé. Si vous avez vu des films dont j'ai parlé aujourd'hui, donnez-moi votre avis, qu'il soit comme le mien ou différent, il n'y a pas de problème tant que c'est dit avec le respect, vous savez ce que j'en pense. Communication, c'est la clé. Et puis on se retrouve très vite. Ah, et je tiens à dire juste que je n'ai pas vu de série parce que je finis les 5 premières saisons de RuPaul. Voilà, j'en suis à la 4, enfin 4 et demi, du coup il me reste une saison et demie et après je reprends des séries Netflix. Ça me manque beaucoup, mais je veux finir RuPaul d'abord. Je veux être à jour sur RuPaul à fond. Voilà, j'adore. Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, en attendant, on n'oublie pas. Pouka pouka pouka.